Aujourd'hui, on va parler de C'était le printemps par Jean Provencher, comme d'habitude, mais également Joanne Blanchet. Donc, c'est encore sur la vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent. Ce livre-là est un peu différent. D'abord, il est écrit un peu plus petit. Donc, il y a plus de contenu, il y a plus de texte. Et puis, je vous dirais, la façon dont c'est organisé, on a le pays de 14 à 42. Ensuite de ça, la Terre de 42 à 58. Donc, le pays, en fait, on a une très grosse introduction, plus que dans les autres livres, sur une base historique. Donc, on fournit vraiment une base historique. Ensuite de ça, on a les thèmes qui sont récurrents. Par exemple, la maison, le printemps, évidemment. Les rites à cette époque-là, à cette saison-là. Les activités domestiques, le travail de la terre, les cultures, la chasse, la pêche, la navigation et les métiers ambulants. Donc, parfois dans les livres, dans cette collection-là, il y a une thématique qui est plus historique, qui englobe aussi toutes les saisons, mais dont elle est mise au printemps. D'abord, je trouvais que la préface était très bonne. On a un peu un discours philosophique, un discours politique au niveau de la préface. Le but de ces livres-là, pour eux, ce n'est pas d'avoir un retour qui est nostalgique à cette vie antérieure-là, mais plutôt de ces informations-là, d'innover, de rechercher un nouvel équilibre, une nouvelle réalité, puisque pour eux, et évidemment probablement pour vous aussi, le message actuel de notre société n'est pas intéressant, le dogme actuel à suivre n'est pas intéressant, et donc c'est en puisant sur ce qu'ont fait nos ancêtres, en puisant dans leur savoir, en puisant dans tout ce qu'ils ont pu vivre, qu'on peut arriver à reconstruire, à construire une nouvelle façon de faire. Donc, on parle aussi de la structure dans le livre, donc la paroisse, comment est organisée la société, le village, le rang. Donc, on nous dit que le mode de peuplement du rang est pratiqué dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est des terres qui sont très longues, très rectangulaires, pas très larges, vraiment très longues. Pourquoi cette décision-là? Donc, c'était des terres qui avaient pour but d'avoir maximisé l'accès à l'eau, donc le long du fleuve Saint-Laurent, puisque le Saint-Laurent était évidemment une source d'eau, mais également une source de navigation, les océans, les rivières, les fleuves, bref, tous les cours d'eau étaient les autoroutes et sont encore des autoroutes pour ce qui est du commerce, pour ce qui est de tous les échanges pratiqués afin de bien vivre, surtout à cette époque-là. Donc l'état des routes était évidemment pitoyable. C'était des routes de boue et dont les paysans devaient entretenir. C'était à leur charge. Ils devaient entretenir le chemin entre eux et leurs voisins. Bref, il y avait beaucoup de bris au niveau des charrettes. Les routes étaient impraticables selon les saisons. Et évidemment, au printemps, ce n'était pas une très bonne saison pour aller se promener. La Terre, on va parler également aussi de tous les bâtiments dans ce livre-là, plus que dans les autres. Donc, on a la grange étable. La grange étable qui sert évidemment à tous les animaux. On va nous parler de sa structure, de son toit. On va nous parler de la laiterie, donc l'endroit où on conserve le lait et où on sépare en fait la crème du lait. On va nous parler des hangars à bois. Donc, des hangars à bois qui doivent contenir 25 à 30 cordes de bois qui sont nécessaires pour passer l'hiver. Il y avait toujours une bûche dans le poêle, mais aujourd'hui, je vous dirais, la consommation, c'est évidemment variable là, selon l'isolation de la maison, l'exposition, mais on peut aller de 8 à 15 cordes de bois par année. On va parler aussi des fours à pain, donc du caractère unique de certains fours à pain selon les villes. On va parler aussi des ruchers, du cheval, du porc, du mouton. Ce livre-là est très riche de l'historique, mais aussi, comme vous voyez, c'est pas nécessairement des choses qui sont en lien avec la saison. On va vraiment, par tous les livres, dresser un portrait complet de la vie des Canadiens français à cette époque-là. On va nous parler de la maison. Pourquoi le toit chez les Canadiens français est très incliné. C'est le cas aussi de ma maison. Donc, ce qu'on veut, c'est des toits très à pic, aux 45 degrés, pour que la neige glisse et tombe, qu'elle ne s'accumule pas sur le toit et qu'elle ne pèse pas sur la structure de la maison.
Encore aujourd'hui, je comprends pas au Québec comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont obligés de déneiger les toits de leur maison. Moi, c'est quelque chose que je trouve inconcevable. Ça fait plus de 400 ans que les Québécois sont là. Puis on bâtit des maisons qu'on doit déneiger les toits. C'est quoi, là? Je comprends pas. Eux, ils le savaient déjà à cette époque-là. Là. Puis moi, ça... En tout cas, jamais je comprendrais ça. Des toits plats puis des cossins de même, ça n'a pas rapport. Bon, ensuite de ça. Faut au moins que ça supporte la structure, merde. C'est quoi, là? Bref. On va parler du poêle. Ça, c'était super intéressant. Donc, l'origine du poêle en fonte, puisque les cheminées ouvertes, ça produit rien comme chaleur, c'est vraiment un gouffre. Donc, l'arrivée du poêle et la fabrication des poêles. On va nous parler du mobilier à l'intérieur de la maison, donc la table, l'armoire, la chaise berçante, qui est supposément un classique canadien-français, classique américain surtout, mais qui a été adopté par les Québécois, par les Canadiens français. On dit que chaque maison avait sa chaise berçante et que la berçante, il y en avait des belles qui étaient évidemment réservées à des banquets ou à des situations particulières, mais on nous dit que c'était vraiment un élément important dans une maison. On va nous parler du balai, tout simplement, le balai qui était des balais de cèdre, donc de tuya occidental. Et c'est les enfants qui faisaient ces balais-là, qui formaient ces balais-là, et on balayait tout simplement avec des branches de cèdre qui étaient évidemment bien attachées. On dit que ça enlevait la poussière et ça sentait la forêt dans la maison. Ça sent bon aussi du tuyau. On va parler de la brouette. On va parler du magasin général, du grenier, des latrines, bref, de tous les éléments qui composent un peu la structure de la maison, mais du village, de la paroisse, dans ce livre-là. Les rites, on va parler évidemment de l'enterrement des morts en hiver, hein, puisqu'on ne peut pas creuser le sol. Donc, les morts étaient stockés soit dans les sous-sols d'église ou dans des petits caveaux, si on veut, et puis on les enterrait au printemps, donc lorsqu'on pouvait creuser dans le sol. Ça devait quand même être assez terrible. Ça devait pas être trop frais, hein, on s'entend. Pour ensuite creuser sa tombe. Donc ça devait être quand même une libération aussi, puisqu'évidemment les gens étaient très chrétiens, très catholiques. Et ça devait être une libération de pouvoir enfin enterrer ses morts. L'enfant, ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. On va parler des familles. D'enfants par femme était de 8. Je vais vous lire un extrait sur les enfants et les familles, en fait. Donc, en un siècle de 1780 à 1880, la population passe de 70 000 à 2 millions d'habitants. C'est que le nombre d'enfants moyen par femme était de 8. On augmente donc 30 fois le nombre des habitants, alors que la France arrive à peine à doubler le sien. On connaît également nulle part ailleurs une coutume voulant que le 26e enfant, 26, d'une même famille était élevé à la charge du curé de la paroisse. Donc évidemment, là, le catholicisme a mis beaucoup de pression pour que la femme devienne une excellente poule pondeuse et qu'elle nous fasse des tas de petits poussins, des tas de petits ouailles pour le clergé. Et donc, évidemment, ben, ça prenait aussi des gens au champ, des travailleurs. Il fallait coloniser le pays, mais c'était des familles extrêmement nombreuses. Et évidemment, la mortalité infantile était aussi très nombreuse. On n'a pas de détails, donc on mentionne qu'il n'y a pas vraiment de statistiques à cette époque-là qui ont été cumulées. Mais des médecins, en fait, vont un peu plus sur le tard. Et on nous raconte que des médecins avaient de la difficulté à convaincre, en fait, les mères et les pères de famille de procéder à certains remèdes, puisque de nature, ils étaient comme... Il y avait un certain fatalisme, une certaine fatalité, et on se disait que justement l'enfant était dû pour mourir, que c'était le bon Dieu qui avait décidé ainsi, alors que ces types de maladies-là étaient déjà en mesure de traiter à cette époque-là. On va aller plus loin à la page 140. Ici, ce qu'on voit, c'est un peu une mine de glaise, si on veut. Donc, les gens allaient sur des pourtours glaiseux pour
amener la glaise dans leur champ et fertiliser leur champ. C'était une façon de procéder pour enrichir la terre. 150, on va parler des cultures. Donc, on parle du blé, du seigle, quel est le plus utilisé, pourquoi, l'orge, l'avoine, le sarrasin, le myrtille, le maïs, les pois, la pomme de terre, les insectes, par exemple le doryphore, qui n'était pas présent au début et qui a fait beaucoup de ravages ensuite. On va parler aussi du fameux potager, le potager du fermier du grand-père. On a aussi des techniques de pêche, donc ici, on fait une barrière pour que lorsque la marée descende, en fait, les poissons soient tous piégés ici, dans cette petite cavité, pour tout ce qui est côtier. Du hareng, du capelan, de l'éperlan, de la méthode de séchage. Ensuite, au niveau de la navigation, c'était super intéressant parce qu'on avait tous les types de bateaux, les types d'embarcations à cette époque-là. Donc la goélette, le bac, la chaloupe, le rabasca, la cage, le navire à vapeur, le horse boat, le horse boat. Dans les métiers ambulants, ben, il y en a toutes sortes, mais on a évidemment notre bon et mauvais quêteux. Donc, il y avait des quêteux qui se promenaient de porte en porte et qui étaient des conteurs, qui étaient nourris, qui racontaient des histoires et qui étaient hébergés de cette façon-là. Ils se promenaient de ville en ville, de village en village, de rang en rang. Et donc, ça fait un peu le tour pour ce qui est du printemps. Évidemment, je ne peux pas vous parler de l'ensemble du livre, mais vraiment une superbe lecture comme les autres que j'ai lues. Bonne lecture!